Il est 13h, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre a reçu hier un envoyé du gouvernement français. Jean-Félix Paganon était porteur des messages du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes, Laurent Fabius. Les discussions entre Dr Cheikh Modibo Diarra et le représentant spécial pour le Sahel se sont centrées sur la crise malienne et les solutions de sortie de crise. Écoutons Jean-Félix Paganon à sa sortie d'audience. Il est au micro de Agali Agagissa. J'étais porteur d'un message de M. Fabius, d'une lettre, mais aussi, je dirais, d'un message politique dont l'essentiel peut se résumer à la crise du Mali devra être résolue avec les Maliens et certainement pas sans les Maliens et a fortiori contre les Maliens. Donc les Maliens sont au cœur du processus de solution de la crise. La première chose que nous avons à faire, c'est de conforter le mécanisme de transition et les autorités de la transition. Donc ceci peut être fait de façon diverse. Peut-être peut-on réfléchir à ce que le Conseil de sécurité apporte sa caution et son appui à ce qui est en train d'être fait. Et puis au-delà, évidemment, il faut contribuer à la restructuration des forces armées maliennes, je dirais dans un double but. D'abord celui de conforter la transition et puis de permettre dans un deuxième temps, me semble-t-il, la restauration de l'autorité et de la souveraineté du gouvernement malien sur l'ensemble de son territoire. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique session 2012 ont débuté hier à Bamako et à l'intérieur du pays pour plus de 2000 candidats. Elles concernent 3 matières, la mécanique, l'électricité et la technologie de construction. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité 2 centres d'examen. L'objectif était de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le reportage de Bourama Traoré. C'est à 8h41 que le ministre en charge de l'éducation est arrivé au lycée technique de Bamako, un des centres d'examen retenus pour les épreuves anticipées du baccalauréat technique session de juillet 2012. Une visite traditionnelle dont l'objectif est de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Constat, pas de problème. Pour le bac technique, la situation se déroule merveilleusement bien puisque nous avions à peine 2811 candidats. Par rapport au bac général où il y a plus de 101 000 candidats. Donc c'est dire que notre système éducatif est un peu déséquilibré en la matière et c'est pas en tout cas surprenant que ces épreuves-là se déroulent merveilleusement bien, tout est calme, tout est organisé, les gens sont à l'aise, même si les candidats et les candidates sont un peu crispés. Même constat de satisfaction au centre de formation industrielle à Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Le CEFI est le deuxième centre d'examen visité par le ministre Wan. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique s'étendent sur 3 jours. Elles concernent les matières telles la mécanique, l'électricité, le dessin, la topographie et la technologie de construction. Pour les candidats, les premiers sujets étaient abordables. Le sujet était un peu bien. J'aurais une meilleure note même. Ça s'est bien passé car on avait déjà vu ces choses-là en classe. Comme à Bamako, les épreuves se déroulent également à l'intérieur du pays, notamment à Sikasso, Koutiala, Ségou et Mopti. Avec cette précision de taille, le baccalauréat technique ne concerne pas les 3 régions du nord du Mali. Une autre précision, le reste des épreuves du bac technique se tiendra le 10 juillet 2012, date retenue également pour le baccalauréat classique. Et afin que les examens se déroulent dans de bonnes conditions et que les élèves du Nord ne soient pas oubliés, des dispositions ont été prises par le département de l'éducation. Une session spéciale d'octobre leur est réservée. Pour en savoir davantage, écoutons plutôt Assimi Adamatouré, directeur du Centre national des examens et concours. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Depuis l'occupation des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, le gouvernement en place a eu pour souci majeur de faire en sorte que ces examens soient organisés sur l'ensemble du territoire national sans distinction. Qu'il s'agisse des élèves qui sont dans les régions non occupées, des élèves qui sont dans les régions occupées par les rebelles
ou des candidats qui sont dans les pays voisins tels que le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso. Toutes les dispositions sont prises pour que ces candidats-là composent dans les mêmes conditions. Le département a décidé d'organiser 2 sessions. Une session qui aura lieu au mois de juillet pour l'ensemble des candidats au DF, au CAP, au BT, au BAC et les examens des instituts de formation de maîtres, et une session spéciale qui sera organisée à partir du mois d'octobre pour les mêmes, dans tous les examens pour les candidats du DF, du CAP, du BT et du BAC. Et cette session n'est pas une session de rattrapage, ce n'est pas une seconde session, mais c'est une session spéciale organisée pour les enfants qui n'ont pu composer à la session de juillet. À la session de juillet, même les élèves du Nord qui se sont déplacés au Sud, qui peuvent composer, ils composent. Mais s'ils estiment que l'état d'avancement du programme ne leur permet pas de composer, ils attendent la session spéciale. Mais la particularité, c'est sur quoi il faut insister, c'est qu'on ne peut pas composer aux 2 sessions. On compose à une seule session. Il est évident que les candidats libres, pour l'instant, nous avons prévu qu'ils doivent tous composer à la session de juillet, parce que c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, ces examens nous coûtent excessivement cher, et la session spéciale est organisée vraiment pour les candidats réguliers. Voilà qui est bien dit. Le réseau des parlementaires maliens sur la gouvernance et la lutte contre la corruption vient d'animer une conférence de presse. Il fait le bilan de ses activités de sa création en 2008 à nos jours. Ainsi, le réseau recommande au gouvernement de procéder à l'audit de la gestion de toutes les institutions de la République. Daouda Sidiki Diarra. En 4 ans d'existence, le réseau des parlementaires maliens sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, APNAC Mali, a fait beaucoup de progrès. C'est pour faire le bilan de ces œuvres utiles que se tient la présente conférence de presse qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour la thématique. Un des événements phares que nous avons réalisé, en tout cas au Mali ici, a consisté à la réalisation d'une étude sur la corruption politique dans le processus électoral au Mali, auprès de l'ensemble de la classe politique, auprès de la société civile, auprès du gouvernement, auprès des collectivités, pour cueillir leurs avis, leurs préoccupations, leurs craintes, les manifestations de la corruption à leur niveau. Dehors des frontières du Mali, nous avons amené un certain nombre d'activités en Afrique. Pour permettre aux institutions de la République de répartir sur des bases saines et crédibles et une gestion plus transparente de la transition, le réseau APNAC Mali recommande au gouvernement de procéder à l'audit de la gestion de toutes les institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale, bien entendu. Procéder à l'audit de la gestion des sociétés et entreprises d'État, notamment l'UCOMA, qui doivent être audités. Le FID du Niger, nous avons la Comatex, l'Agence pour le développement du Nord, l'ADN, l'ANCT. Le réseau des parlementaires maliens sur la gouvernance et la lutte contre la corruption a été créé pour contribuer à accroître les capacités des députés sur la gouvernance, doter les députés d'outils et de supports appropriés sur les concepts de gouvernance et de corruption, entre autres. Sur un tout autre plan, l'hôpital de Sikasso vient de réussir l'implantation d'un pacemaker ou pile cardiaque. Cette première implantation cardiaque ouvre la voie à la prise en charge au Mali des défaillances de la pompe cardiaque et autres pathologies du cœur. Le compte rendu depuis Sikasso de Sidi Djourté. En procédant à cette implantation de pacemaker ou pile, pour une durée de 15 ans sur le cœur d'une patiente sextagénaire souffrant d'insuffisance cardiaque, l'hôpital de Sikasso, à travers son service de cardiologie, veut prouver son efficacité à vaincre les maladies cardiovasculaires de l'homme. Une entreprise capable de rehausser la dimension internationale de l'hôpital. Avec l'appui toujours du ministère de la Santé, le cardiologue a bénéficié d'un appui et d'une formation à Dakar pour la mise en place de pacemakers qu'on appelle communément pile cardiaque. Nous sommes ce matin devant cette première tentative à l'hôpital de Sikasso et nous pensons que depuis, alors il est possible qu'au Mali on puisse placer ce qu'on appelle les pacemakers. Pour cette opération première du genre à Sikasso,
L'hôpital a su mobiliser toutes les énergies nécessaires afin qu'elle soit un véritable succès. Différents appareils rentrent en ligne de compte, à savoir, entre autres, la matière elle-même, un pacemaker, double de stimulateur cardiaque externe et interne, un programmateur Saint-Jude médical et biotronique. Nous avons d'abord mis en place une sonde de simulation temporaire que vous avez, une pile par voie fémorale, donc qui nous a permis d'assurer une fréquence cardiaque normale. Car à l'arrivée, la patiente avait déjà fait une syncope, dont son cœur battait pratiquement à 20 par minute. Nous avons implanté un pacemaker, donc qui est une simulation définitive. Donc la pile est programmée pour une fréquence de 60 battements par minute. Il n'y a plus à hésiter face à une pathologie cardiaque. L'hôpital de Sikasso est équipé, dispose de personnel compétent pour faire face à donc toutes ces pathologies. La patiente se porte bien et l'hôpital de Sikasso reste désormais une fierté nationale dans le cadre d'une pause de sonde. Nous allons reparler de santé au cours de cette édition, mais en attendant, disons, en 5e région, Amassa Afrique Verte, en collaboration avec l'Assemblée régionale de Mopti, vient d'organiser à Sévaré la 4e édition de la foire exposition de locaux transformés. 400 visiteurs sont attendus à cette 4e édition, nous dit Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre des activités du programme Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Mopti par la transformation et la promotion des produits alimentaires à base de céréales locales et des farines infantiles Misola que se tient cette foire exposition. L'exposition, qui est à sa 4e édition, est une initiative de Amassa Afrique Verte en collaboration avec l'Assemblée régionale de Mopti et l'accompagnement financier de la région Centre de France. Les 3 premières éditions ont été vraiment à hauteur des souhaits. D'ailleurs, c'est ce qui suscite un engouement au niveau des unités de transformation à organiser ces foires-là. Donc nous voulons que vraiment le partenaire financier et le conseil régional de la région de Mopti puissent quand même mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse perpétuer l'organisation de ces foires. Espace d'information et de sensibilisation entre consommateurs et transformatrices, cette foire se veut une opportunité d'écoulement des produits transformés et de diversification des liens d'affaires. Je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel aux unités de transformation du secteur de l'agroalimentaire pour mener cette action dans le respect des normes hygiéniques afin de proposer aux consommateurs des produits de qualité et à des prix compétitifs. La 4e édition est couplée d'un concours de prix qualité pour créer une émulation entre les différentes unités de transformation afin de mettre sur le marché des produits sains et de qualité. Il est attendu de cette 4e édition de la foire exposition initiée par Amassa Afrique Verte un chiffre d'affaires de près de 2 millions de francs CFA et près de 400 visiteurs. La foire s'étend sur 2 jours. 2012 s'annonce probablement encore plus difficile que 2011 pour la société anonyme EDM, la structure qui a tenu pour la 27e fois son conseil d'administration, espère obtenir les 20 milliards de francs CFA de l'État inscrits au budget 2012. Pour cela, EDMSA a besoin de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Salimata Da au compte rendu. Après une année difficile passée en 2011, la société EDM n'est pas certaine d'avoir un moment de répit en cette année 2012. La hausse du coût des hydrocarbures sur le marché mondial a été un coup dur pour la structure. À l'interne, les difficultés rencontrées ne lui ont pas non plus rendu la tâche facile. L'année 2011 a été marquée au plan national par un grave déficit pluviométrique avec comme conséquence la baisse de l'énergie d'origine hydraulique. La hausse de 10% du prix d'achat de l'énergie de Manantali applicable à partir de 2012. Une très forte demande d'électricité avec un taux de croissance annuel de plus de 10%. La vétusté du réseau de distribution et de certains équipements de production. Le gel du prix du kilowattheure. Il est évident que la mauvaise pluviométrie conduit à l'accroissement de la part de la production thermique de l'énergie. Le prix des hydrocarbures étant élevé, le coût de la production de l'électricité est supérieur à son prix de vente. Une situation qui ne profite pas du tout à la société. C'est en prévision de cette situation
que la société a eu à solliciter et a obtenu de l'État des appuis financiers. Pour 2011, ces appuis ont été de 20 milliards et pour 2012, il a été inscrit au budget de l'État le même montant qui devrait être revu en mars 2012. Force est de constater que cette situation est aggravée par les événements que vit le pays depuis quelque temps. Face à l'ampleur de l'enjeu, l'énergie du Mali a décidé d'intensifier les efforts dans la mise en œuvre du plan de redressement qui est axé sur la maîtrise des charges d'exploitation, le renforcement des efforts de recouvrement et de lutte contre la fraude, l'ajustement du niveau des tarifs et la mise en œuvre du programme d'investissement, entre autres. Et sport football, la 23e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit avant-hier avec 2 matchs au stade Modibo Keïta. La Jeanne d'Arc a battu les 11 créateurs de Niarela et le Djoliba AC est sorti victorieux du choc au sommet en dominant le CS Dougoulou Fila 5-0. Les Rouges consolident ainsi leur avance en tête du classement avec 57 points. Sirigatou Sissé nous résume les 2 rencontres. Le Djoliba AC pour confirmer son leadership en tête du classement de la Ligue 1. Le 16 Dougoulou Fila pour garder jalousement sa 3e place menacée par l'Aïs Bakarian de Baraweli et la Jeanne d'Arc. Voilà les principaux enjeux de ce match phare de la 23e journée. La pression monte dans les 2 camps. C'est une équipe ultra commando du Djoliba qui appuie sur l'accélérateur. Dès la 3e minute, Boubacar Bangoura avec un brin de chance donne le ton. 1-0 pour le Djoliba. Hamara Fofana double la mise à la 14e minute. Les supporters rouges jubilent de tous les côtés. Le 16 Dougoulou Fila est perdu sur le terrain. 32e minute, Boubacar Bangoura à la lutte avec Mohamed Traoré bat Batili d'une frappe croisée. 3-0. L'attaquant international porte son capital à 13 buts, donc le meilleur artificier. Les visiteurs venaient de prendre un surcoup au moral. On signale au passage le double sauvetage du gardien Cheikh Oumar Batili face à Alou Bagayogo et Boubacar Bangoura. De retour des vestiaires, le Djoliba augmente sa puissance de frappe. 51 minutes, Idrissa Nama Laiko Traoré marque le 4e but sur un centre précis de Lassina Diarra. Comme une seule équipe sur le terrain, le Djoliba fait tourner le ballon. 90e minute, Alou Bagayogo signe le 5e but des Rouges. En remportant tous les matchs au sommet de la saison, le Djoliba AC reste non seulement leader, mais aussi invaincu. Les Rouges sont tout proches du titre de champion 3 ans après le dernier sacre. Le deuxième face-à-face opposait la Jeanne d'Arc et 11 cratères de Niarela. La JA domine carrément les débats et trouve le chemin des filets. Au 26e minute par son buteur maison, Boukadari Fomba, et 30e minute par Boubacar Mariko. La seconde période ne sera qu'une simple formalité pour la JA. Score final 2-0 pour la vieille dame. De victoire en victoire, la Jeanne d'Arc est en route pour la 3e place qualificative à la prochaine Coupe de la Confédération. Voilà, la chronique santé du jour nous amène à la découverte du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Un espoir donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie génétique depuis sa création en 2010. Ce centre a déjà répertorié quelques 2000 patients et cherche à faire connaître la maladie pour faciliter sa prévention et sa prise en charge. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. C'est ici, à quelques mètres de l'entrée de l'hôpital du Point G, que se trouve depuis 2010 le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Il est l'aboutissement des efforts de l'État dans le combat pour la prise en charge adéquate des malades de la drépanocytose. Cette maladie génétique est présente chez 1% des enfants qui naissent chaque année au Mali, soit entre 5 et 6 000 naissances de drépanocytaires par an. Avec la création de ce centre, c'est tout un espoir qui est donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie du sang. Depuis l'ouverture, donc, on fonctionne selon une médecine préventive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à enregistrer les malades et à les suivre régulièrement tous les 2 ou 3 mois en fonction de l'âge, pour faire en sorte qu'on puisse détecter très précocement les complications. Et les consultations sont ouvertes aussi pour des malades qui, entre-temps, ont fait des complications
pour être hospitalisés. Donc, volet préventif, volet prise en charge des cas aigus. Et l'hôpital de jour est ouvert de 7h30 pratiquement jusqu'à 20h pour recevoir ces cas aigus-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est actuellement à plus de 2000 malades répertoriés dans le centre et qui sont suivis régulièrement tous les 3 mois dans le centre. La drépanocytose ou anémie falciforme n'est pas bien connue du grand public. C'est pourquoi dans les couples, les conjoints peuvent souvent se rejeter la responsabilité d'être la cause de la maladie chez leur enfant. Un enfant ne peut pas être drépanocytaire si l'anomalie génétique à l'origine de la maladie ne se retrouve pas à la fois chez le père et chez la mère. La forme maladive de la drépanocytose coûte cher au ménage en ce qui concerne sa prise en charge, puisqu'elle nécessite un suivi régulier et se détecte chez l'enfant dès l'âge de 6 mois à travers quelques signes. Pour la forme majeure, les manifestations commencent généralement très tôt dans l'enfance. C'est des manifestations dont j'avais parlé, notamment le gonflement des pieds, des mains chez les petits-enfants, mais plus tard, c'est plutôt ce qu'on appelle, peuvent apparaître des douleurs articulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les complications aiguës et principalement la crise drépanocytaire. Et elle se manifeste effectivement, dont la première manifestation, c'est la douleur. Donc la douleur au niveau des os et des articulations. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission le diagnostic, la prise en charge de la maladie, la formation, la recherche. Quand un patient arrive ici, les spécialistes du centre cherchent d'abord à infirmer ou à confirmer par des analyses la présence du gène drépanocytaire chez le plaignant. Tout se fait ici, dans ce laboratoire, où nous avons des équipements de dernière génération qui nous permettent de rendre un certain nombre de bilans hématologiques et biochimiques afin d'aider le médecin dans sa prise de décision médicale. En ce qui concerne le dépistage, nous avons juste besoin de 5 minutes pour rendre un résultat. Pour ce qui est des paramètres hématologiques, disons que c'est 2 minutes. Et puis la biochimie, au maximum 5 minutes également. Le Centre de lutte contre la drépanocytose dispose de l'un des 2 Doppler transcrâniens du continent. Un appareil qui permet de dépister à temps chez les enfants les complications qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Et le gros avantage de cet appareil, de cette mesure, c'est que l'on va, en mesurant la vitesse, on va détecter les sténoses au niveau de l'artère cérébrale. Ce qui fait que, à partir du moment où on a détecté ces sténoses se manifestent par une augmentation de la vitesse, ce que je repère en prenant les mesures de la vitesse. Et à partir du moment où ces enfants présentent une vitesse accélérée, on va mettre en place soit un protocole de surveillance tous les 3 mois, en vérifiant tous les 3 mois que les vitesses ne vont pas trop accélérer. Et si elles arrivent à un certain seuil, on va mettre en place un protocole très spécifique pour cet enfant drépanocytaire à base de transfusion mensuelle. Ici, on insiste là-dessus, l'enfant drépanocytaire doit se soumettre à cet examen tous les 3 mois. Pour mieux faire connaître la maladie, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ne concentre pas ses efforts que sur la ville de Bamako. Il a commencé à former des relais communautaires comme les directeurs d'école, les hommes de médias en vue de vulgariser les connaissances sur cette maladie. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez pour celle du soir des Sissoko. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bon appétit à tous.